Mélie, on se retrouve pour la dernière partie de mon Smoothie Gourmet Challenge, normalement. À l'heure où je tourne, le challenge est fini. Donc mes lectures aussi. Par contre, je sais pas si ça va être trop long pour une seule partie, on verra bien. Donc du coup, je vous avais laissé avec ma lecture de Hyperion, ma lecture audio de Hyperion 2. Je vous avais déjà dit que c'était très mitigé chez moi. Ça a confirmé tout ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente. Je vais m'arrêter là pour la saga, je pense, vraiment. Autant le tome 1 c'était intriguant, intéressant parce que on suivait chacun des pèlerins qui se rendaient sur Hyperion. On devait découvrir leur histoire, pourquoi ils étaient déjà venus, pourquoi ils étaient liés à Hyperion et pourquoi ils étaient là. Mais du coup dans le tome 2 c'est la continuité de tout ça et on a déjà toutes les réponses. Donc c'est moins intriguant. Sans compter que la plume quand même est assez dense, très peu explicative et que l'univers est très complexe. Bref, j'ai d'autres univers de science-fiction à découvrir qui me plairont peut-être davantage. Donc ça je l'avais mis dans un roman de SF, un Joker, et je l'ai mis dans une boisson parce que c'est le truc qui m'en manquait le plus à ce stade du challenge et qui me manquerait le plus tard dans le challenge. J'avais déjà consommé toutes les boissons que je pouvais consommer. Et donc avec ça, ça m'a permis de finaliser la deuxième page de la carte du menu. J'ai lu toutes les assiettes que je m'étais prévues au début du challenge. Et donc du coup à partir de là, je vais refaire des assiettes. Et donc ça c'était le 20 août. Ensuite on passe au 22 août, 2 jours plus tard, où j'ai lu une sortie de l'année, un petit four. Puisque j'ai lu Jour de sang. Je ne pensais pas le lire aussi vite, mais Lucie a lu, est en train de le lire, ou l'avait lu, je ne sais plus, et ça m'a bien donné envie. En plus ça m'avait l'air assez court. Sorenford j'avais déjà lu son précédent roman paru au Forge Vulcain, et donc je connaissais un petit peu l'ambiance. C'est une ambiance très similaire, une plume très organique, un petit peu gore, un côté charnel, un côté mystérieux. Elle ne donne jamais toutes les réponses de son univers, toutes les clés. C'est un peu à nous de saisir des choses et elle le fait très bien parce qu'on arrive quand même à comprendre, on arrive à ne pas être complètement perdu. Ça me transporte un petit peu dans quelque chose d'étrange et bizarrement ça marche bien. Et en plus, là, je trouve que l'histoire était peut-être un petit peu plus intéressante. Je sais pas parce que je me souviens plus exactement de... C'était juste que dans la Terre. Je ne sais pas si c'était son but de dénoncer ou pas, mais voilà, il y avait un côté critique d'un aspect communautariste un peu sectaire. Ensuite, le 24, j'ai lu un roman de SF, un Joker, du coup, que j'ai mis dans une entrée. Parce que du coup, je crois qu'à ce stade, alors je sais pas si c'est déjà maintenant ou si c'est un peu plus tard, j'essayais juste de faire un buffet à volonté le plus équilibré possible dans toutes les assiettes. Donc autant d'assiettes plus ou moins dans chaque catégorie du buffet à volonté. Toute une stratégie, hein. Il fallait que je trouve de quoi me challenger. Parce que j'ai lu du coup Octavia Butler, L'Aube, le tome 1 de Xenogenesis, qui me faisait bien envie depuis un petit moment. Voilà, j'ai sauté le pas et j'ai beaucoup aimé, c'est vrai. Ça me, en termes d'ambiance de découverte, de titillement de ma curiosité, ça me fait un peu penser à Outsphere. D'ailleurs, le tome 4 est sorti plus ou moins dans ces eaux-là. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai été ravie de l'apprendre. En fait, ce qui m'intrigue beaucoup avec ce roman, c'est l'aspect découverte, exploration du comportement humain et non humain, ici aussi, face aux pires situations. C'est vraiment très novateur, de par son héroïne, de par ce qui arrive à l'humanité. Et c'est assez étrange aussi. Vraiment, et ça questionne pas mal de choses. Là je suis en train de lire le tome 2 actuellement, donc pour vous dire que j'ai bien aimé. Et j'ai le 3 qui attend. Dans le tome 2, il y a des petites choses qui me dérangent peut-être un peu par rapport au tome 1. Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'est plus par rapport à comment sont vues les relations. Je sais pas comment vous le dire sans trop spoiler, sans rentrer dans les détails. C'est plus le côté rapport enfant-adulte, rapport... Mais voilà, c'est quelque chose qui a pour but de questionner. Et c'est vraiment très intéressant de voir comment l'humanité évolue, va se remettre ou pas face à la situation dans laquelle elle est. Et j'ai rarement lu, ou si ce n'est jamais en fait, de romans où des extraterrestres du coup viennent sauver l'humanité entre guillemets et cohabitent à ce point. D'ailleurs je vous fais même pas de résumé mais sinon cette vidéo durerait 15 heures. Ensuite le 28 août, le protagoniste est un enfant, un dessert donc. Puisque j'ai terminé Nous traverserons des orages que je lisais en lecture commune avec Mélie. Donc du coup lui je suis pas sûre de le lire, mais dans l'idéal ça serait bien. On vous en a fait une comparaison. Alors je ne sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos dans tous les cas. Il y a beaucoup de choses à en dire, vraiment. Historiquement, c'est très intéressant et c'est très bien à mettre dans les mains d'adolescents. Pour tout ce qui est rappel d'une bonne centaine d'années d'histoire européenne, ça brasse pas mal de choses. Par contre, pour ce qui est des relations, notamment sexuelles, entre des adultes et
Il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu embêtée, qui n'ont pas été déconstruites dans la suite de l'histoire, ni expliquées, ni pas eu de petite morale dessus. Ça me dérange pour le public cible, qui est adolescent du coup. Bon. Ensuite, le lendemain, j'ai fini un livre audio. Là, vous allez être surpris, mais normalement vous avez déjà l'info, il me semble. Je sais pas si on a dit ça que sur Instagram ou si c'est paru dans un bouquin. Je suis complètement perdue avec l'historique de parution de nos vidéos. J'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé. Peut-être que je vous ai dit quand je l'ai commencé et que je l'avais pas fini, peut-être que je vous en avais parlé. Bref, Fourth Wing. Et après l'écoute de Hyperion, franchement, ce fut un souffle d'air frais. Quasiment en coup de cœur du coup, parce que j'arrivais à écouter, c'était pas dense en fait, c'était pas complexe, et du coup j'arrivais à ne pas trop décrocher, et quand je décrochais c'était pas trop grave. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Par contre j'avais tellement aimé que j'ai pris le tome 2 là, et je suis en train de l'écouter, et ça ne va pas du tout. Mais de la même manière que pour notre traversons des orages, Mélie du coup l'a écouté aussi, et vous en a fait une comparaison, où vraiment là on vous en parle énormément. Donc je vais pas m'attarder trop longtemps. C'est de la romantaisie. Je ne pensais pas que c'était de la romantaisie quand je l'ai pris. Donc j'étais assez surprise, mais bon, c'est pas plus mal, ça me fait découvrir quelque chose d'inhabituel pour moi. Et c'était pas si mauvais que ce à quoi je m'attendais du coup, en apprenant que c'était de la romantaisie. Au contraire, franchement, la relation amoureuse est plutôt bien faite. Il y a du consentement. Il y a du respect, il n'y a pas de jalousie, de possessivité, de petites choses malsaines. Par contre, bon bah voilà, il y a d'autres choses qui ne vont pas dans cet univers. Surtout dans le tome 2, un manque de rythme, alors qu'il y a de l'action, des incohérences, mais des grosses incohérences hein, vraiment dans les règles de cet univers. Et des personnages vraiment pas terribles, fut. Ça, je l'avais pas ressenti comme ça dans le tome 1, mais dans le tome 2 c'est flagrant, tant pis. Surtout que visiblement il est censé avoir énormément de tomes, donc je suis pas sûre d'aller plus loin. Le dernier jour d'août, j'ai aidé une inconnue. Ça c'est quelque chose, je pouvais pas provoquer le destin, hein, à part éventuellement sortir davantage de chez moi, chose que je ne fais pas particulièrement. Mais du coup il me semble que je l'avais déjà fait avant et que ça devait être la deuxième fois que je le faisais. C'est bizarre comment je l'ai noté. Bref, je l'ai fait 2 fois cet été. 2 fois, c'était en rapport avec une carte bancaire tombée par terre et perdue du coup. Voilà, rien d'extraordinaire. Donc là on va rentrer dans septembre et le 2 septembre, j'ai lu à nouveau un roman de SF. Vraiment, cette année je m'étais pas mis en objectif de lire plus de SF, contrairement à d'autres années. Mais c'est l'année où j'ai le plus lu. J'ai l'impression d'avoir lu majoritairement de la SF. Et enfin en tout cas c'est ce vers quoi je tends depuis septembre aussi. Je me tourne vers quasiment que de la SF. Donc c'est une assiette Joker que j'ai mis dans un plat. Et arrivé à ce stade du challenge, et ben j'avais lu toute la pioche à lire que je m'étais faite au début du challenge. Voilà, donc très contente parce que franchement ça c'est du jamais vu dans mes challenges. Parce que bon bah voilà, c'est fait pour évoluer une pioche à lire, pour se donner des idées, des envies, mais bon au bout d'un moment les envies elles évoluent, donc c'est bien d'aller vers ces nouvelles envies là. C'est pour ça que j'ai très peu de piles à lire physique, parce que je trouve que ce qui est le mieux, ce qui motive le plus, ce qui donne le plus envie de lire, ce qui est le plus satisfaisant, c'est de pouvoir répondre à ses envies du moment. Donc du coup s'il y a 2-3 personnes qui parlent de quelques livres, bah pouvoir les lire parce qu'on n'a rien qui attend d'être lu, c'est vraiment génial. Pouvoir les lire au moment où ça nous fait le plus envie, c'est génial. Et donc du coup le roman de SF en question, c'était Les Profondeurs de Vénus. Donc du coup c'est un tome 1 d'une duologie que Mélie m'avait offert. J'ai bien aimé, à tel point que j'ai hésité à faire une petite pause avec un autre roman et enchaîner avec le tome 2. Malheureusement j'avais trop de choses dans mes envies. Donc ça ne s'est pas encore fait. Par contre il faut un petit peu de temps pour rentrer dedans, contrairement à l'Aube. Et l'univers est un peu plus complexe, c'est un peu plus difficile de s'imaginer les choses. D'ailleurs avec le titre je m'attendais à ce que ça se passe sous la terre, dans la planète directement, et en fait non, c'est dans les airs, mais il y a différentes strates plus ou moins. Voilà, donc les profondeurs c'est la partie atmosphère qui est vraiment assez proche de Vénus, comparé à la plupart des gens qui vivent plus haut. C'est très intéressant parce que c'est un milieu très hostile, on ne cherche pas à terraformer la planète, mais par contre à y vivre et à exploiter toute cette dangerosité, et aussi les humains ne connaissent pas tout de cette planète. Ils sont encore amenés à faire des découvertes et ils vont notamment, il y a une famille qui va en faire une. J'ai très hâte de savoir ce qui va se passer dans la suite parce que j'ai pas envie de dire que c'était introductif parce que c'était pas vraiment le cas, mais quand j'y réfléchis maintenant, ouais, j'ai plus l'impression que ça nous prépare à tout ce qui va arriver dans le tome 2. Et aussi ce qui est très intéressant, c'est que du coup là on a affaire à une sorte de saga familiale dans de la science-fiction. Ça mélange un petit peu les deux parce qu'on va suivre principalement une famille. Au début j'ai eu du mal à m'attacher au personnage, mais c'est arrivé.
Ils sont assez originaux, très bien marqués, très bien définis, la psychologie est plutôt pas mal. Voilà, je pense que je vous en dirai plus quand j'aurai lu le tome 2. Ensuite, le 5 septembre, j'ai participé à une lecture commune organisée par Pico Books. Et du coup, ça m'a permis de valider un roman de moins de 300 pages qui était une boisson avec peau de sang très très particulier. Franchement, je ne sais pas si je saurais vous en parler. En termes d'écriture, d'ambiance, de côté organique gore, ça fait un peu penser à Sue Renford, vraiment. C'est très bizarre, mais moi j'aime beaucoup ça quand c'est bizarre, de cette façon-là en tout cas. J'ai énormément aimé la fin, mais au début, c'est vrai que j'étais un petit peu indécise, je savais pas trop sur quel pied danser, je savais pas trop où ça allait nous emmener. Pareil, très peu de réponses, mais la fin répond au début. Ça invite limite à relire tout avec un angle de vue différent, en comprenant mieux la narration. Parce que voilà, très bizarre, il n'y a pas de point, il n'y a pas de majuscule. Mais c'est voulu parce que on est dans une ambiance où, je sais pas si je peux vous le dire en fait, est-ce que ça se spoil ou pas. Il y a globalement une protagoniste très importante, très centrale de toute cette histoire. Mais en fait, le fait de pas mettre de points, de majuscules, tout, ça donne un peu la voix à tous les autres habitants de la ville dans laquelle on se trouve. Et c'est un peu comme si chacun, on chopait des petites bribes de conversations de gens, de pensées d'autres personnes, etc. Et tout ça qui nous raconte l'histoire à l'instant T de cette ville, de la femme qu'on va suivre. Et voilà, je sais pas si je peux dire que c'est féministe, mais en tout cas ça pose des questions. Mais par contre, il y a un aspect très sanglant. Il y a des meurtres d'animaux, il y a de la chasse et c'est très descriptif. Est-ce que c'était vraiment très utile de l'être autant? Je pense pas par rapport au récit. Mais voilà, ça a installé l'ambiance. Le 8 septembre, encore un joker que j'ai mis dans les fromages avec une auteuresse qui me plaît à tous les coups. Et donc là, c'était une autrice en particulier. Avec Maud Ventura qui a sorti son deuxième roman célèbre, tout récemment du coup. J'avais déjà lu Mon mari, j'avais trouvé ça extrêmement atypique, mais donc du coup j'étais sûre que j'allais aimer tout ce qu'elle allait écrire ensuite. Parce que du fait que ce soit aussi atypique, ça n'allait pas tout d'un coup devenir normal. Et son héroïne était vraiment particulièrement originale, plutôt bien à ce que je recherche quand j'ai envie d'être surprise. Et je m'attendais un peu à la même chose avec Célèbre. Je l'ai eu, même si c'était un petit peu moins bien, peut-être un petit peu plus long, mais on va suivre une femme qui désire par-dessus tout être célèbre. Et il y a vraiment ce côté dévoré par l'ambition. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, mais du coup on tourne un peu tout le temps autour du même sujet. Et c'était un peu ça avec Mon mari, mais je trouvais qu'il y avait un meilleur équilibre, là un petit peu moins. Donc je vous conseille davantage de découvrir l'autrice avec Mon mari. Il y a peut-être un petit peu moins de twist, il y a un twist final, mais un petit peu moins renversant que pour Mon mari. Bref, c'était peut-être un peu rébarbatif par moments aussi, parce que ça tournait peut-être un petit peu en rond. Et ce qui n'aide pas, c'est qu'il y avait très peu de présence des personnages secondaires, vu qu'on est vraiment dans la tête de l'héroïne. On suit sa course à la célébrité. Donc le reste c'est assez flou, assez peu développé, ce qui est tout à fait normal, mais ça fait quand même plus de 500 pages, et donc ça peut paraître long. Ensuite, le 10 septembre, encore un joker, et cette fois-ci je l'ai mis dans les petits fours, un livre d'une maison d'édition indépendante, avec Paternoster de Julia Richard. Je l'avais déjà découverte avec Carnet, que j'avais lu pour le Plib. Très spécial. Pas du tout pour tout le monde, parce que très sanglant aussi. Et j'avais bien aimé, c'était atypique. Je me souviens plus exactement de tout, mais voilà, c'était atypique. Paternoster, bah malheureusement je l'ai mis en vente. Donc ça veut dire que j'ai pas trop aimé. Il y a quand même des bons points, notamment la dénonciation du racisme, ça c'est très bien fait. Mais globalement tout le long du récit j'ai ressenti comme une énorme dissonance en fait. Et c'était peut-être voulu, parce qu'il y a un petit twist à un moment donné, mais ça ne va pas. J'ai l'impression que des fois le récit se contredisait de phrases plus loin. Et j'ai vraiment eu du mal à ressentir les émotions du personnage principal. Il me manquait un approfondissement du passé des personnages qu'on va suivre. C'est dommage parce que franchement, il y a des bonnes punchlines par moment. Mais c'est pas allé jusqu'au bout, je trouve. Et vraiment, les hommes dans ce récit, ils m'ont juste agacé. Ce besoin d'être rassuré, franchement, non. Et ce truc, cette façon de se tourner en victime alors que ce qu'a vécu la partenaire à côté est bien plus important, bien pire. Non, vraiment. Et oui, il y a aussi un rapport à l'alcool qui... J'aime pas ça. Après, bon, voilà, c'est un choix pour le récit. J'ai pas ressenti les émotions alors que tout tourne autour quand même du sentiment amoureux.
Et globalement ça manquait de subtilité. En fait le récit ne fait que 250 pages et j'aurais dû le lire beaucoup plus vite que ça et m'accrocher beaucoup plus et en fait j'avais vraiment du mal. Bref, je comprends le message qui a voulu être passé et j'approuve, mais il n'est pas passé. Je trouve que la métaphore est un peu mal tournée, mais voilà, je peux pas vous en dire plus parce que sinon ça vous spoil tout le récit. Et d'ailleurs sur cette fin, globalement ça dessert plutôt le message qui veut être donné, puisque j'ai plus l'impression que ça lisse les personnalités féminines et ça lisse les origines aussi. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, parce que je m'attendais vraiment à adorer. Il y avait tout pour me plaire. Un côté huis clos, un côté thriller, un côté secret de famille. Vraiment, c'était très intriguant. En plus, avec la plume et les idées de Julia Richard. Ensuite, j'ai laissé passer un petit peu de temps, 7 jours. J'ai lu un autre livre d'une maison indépendante. Ouais, bon, là je prenais beaucoup des jokers pour pouvoir les placer un petit peu comme ça m'arrangeait. En soi, j'aurais peut-être pu les mettre dans d'autres assiettes. Avec le tome 2 de Anne d'Avonlea, bah, comme pour le tome 1, très doux, très mignon, très sympathique. J'ai adoré suivre Anne, j'ai même à ce moment-là recommencé la série. Bon, je vais me la mettre en fond parce que je connais déjà l'histoire. Déjà, sans la connaître, je trouvais ça un petit peu lent à se mettre en place, mais c'est tellement beau. J'adore, vraiment j'ai adoré retrouver les paysages, retrouver cette héroïne, cette façon de parler qu'elle a, cette façon de voir le monde. Bref, c'était histoire de me faire une pause un petit peu douce avec toutes les lectures bien particulières que j'avais lues. Ensuite, je me suis fait une petite série de graphiques que j'avais empruntées à la médiathèque. Donc avec le 19 septembre, une lecture graphique tout simplement, avec le jardin. Alors les dessins, tout à fait mon style. Ah, j'adore ça, j'ai trouvé ça extrêmement beau. J'aime un coup de cœur pour le travail de l'illustratrice, franchement. Et l'histoire, très belle aussi, très douce. Il n'y a pas vraiment de problématique, on est plus dans le suivi de la vie de personnages et leurs relations sont belles, vraiment. On est dans un univers un petit peu cabaret, sans tabou entre les personnages principaux en tout cas, vis-à-vis de la société un petit peu plus. Toutes les relations sont respectueuses, donc juste une lecture douce qui peut éventuellement inviter à la réflexion, notamment sur le genre, avec des dessins sublimes, donc allez-y. Surtout que elle va en sortir un autre, pas une suite, hein, mais qui a l'air tout aussi beau, qui m'intéresse tout autant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai lu celui-ci, parce que j'étais tombée sur une promotion pour sa sortie, donc je me suis intéressée à ce qu'elle avait fait avant. Ensuite le 20 septembre, 2 assiettes, 2 lectures graphiques, très chouette aussi, un petit peu moins coup de cœur que le jardin parce que le style artistique, le style de dessin, c'est pas trop mon truc à moi, surtout pour les s'ennuis de héros. Mais par contre, le contenu, incroyable. Non, vraiment très très bien. Féministe, engagé, très très bien fait. Je peux pas vous en dire plus. Si vous avez l'occasion, bah empruntez-le. Et ensuite, Ma vie posthume par, alors je sais plus si c'est l'auteur, l'illustrateur, de Podum. Cette fois, je le préfère à Podum d'ailleurs parce que c'était pas très novateur l'histoire de Podum. C'était très bien, hein. Mais voilà. Rien de neuf sous le soleil. Je me suis beaucoup amusée avec cette BD. Pareil, le style de dessin, un petit peu plus mon style, mais pas tout à fait encore non plus. J'ai trouvé ça assez drôle. Vraiment, cette personne âgée qui meurt mais qui ne meurt pas. Et toute la clique qui est autour d'elle, tout ce qui lui arrive. Il y a un ton humoristique tout en ayant une histoire un petit peu engagée. Un très bon moment de passer. Et donc on arrive au dernier jour, le 22 septembre, où je me suis fait un dernier petit dessert, pas mal pour conclure le challenge. J'ai fini une saga avec Les Enclaves Dorées de Naomi Novik. Je pense que c'est dans mes objectifs lecture 2024 que je vous en avais parlé, ou 2023, où j'avais lu le tome 2, je vous avais dit c'est trop bien parce que le tome 3 il va sortir juste là après que j'ai fini ce tome 2, donc je vais pouvoir enchaîner avant d'avoir tout oublié. Bon, il s'est passé un petit peu de temps parce qu'il n'était pas en médiathèque et comme je n'avais pas acheté le 2 et le 1 je l'avais mais en poche, donc je comptais pas l'acheter en grand format histoire de pas dépareiller ça dans ma bibliothèque. Bref, du coup j'ai dû attendre malheureusement et là je l'ai trouvé et je l'ai lu tout de suite. Ça se lit très bien, je suis ravie de la conclusion, mais peut-être un petit peu trop heureuse, un petit peu trop positive par rapport à l'ambiance de tous ces tomes où la vie est vraiment très dure pour ces sortes de magiciens, magiciennes. Par contre, c'est tout aussi compliqué de comprendre les lois de cette forme de magie, de cet univers. Ça me fait toujours autant penser à Vita Nostra, mais en bien mieux, bien plus compréhensible entre guillemets, avec des personnages bien plus attachants. Mais ouais, c'est très atypique, très original quand même comme forme de magie.
comme façon d'exprimer et tout. J'ai bien aimé certaines relations qui se sont tissées dans ce dernier tome. Il y a une certaine forme d'ouverture d'esprit, vraiment ça, j'ai trouvé ça très chouette sur les relations amoureuses. Ce tome-ci se lit assez rapidement, je trouve. La dynamique est plutôt bonne par rapport au tome 1 notamment que j'avais trouvé un petit peu lent. Mais je pense que mon préféré reste le 2. Vraiment c'est là où la mise en place avait été faite et où l'autrice arrivait à nous tordre le cœur avec tout ce qui arrivait à l'héroïne. Bref, de toute façon, si vous voulez être convaincu de le lire, je vous renvoie vraiment au moment où je vais parler du tome 2. Après, est-ce que je vous conseillerais de commencer par celui-ci pour découvrir Naomi Novik? Pas forcément. Plutôt vers le premier que j'ai lu, qui était La Fileuse d'Argent. Et donc c'est là que se conclut mon buffet à volonté. Je pouvais revalider une destination, j'ai choisi de retourner au Japon. 2 fois la même destination, parce que c'est un pays que j'aime et que après l'avoir découvert, j'avais qu'une envie, c'était y retourner. Bref, j'ai gagné 3 timbres de plus. Épicurien, gargantuesque, athlète, vraiment j'ai déconné complètement. C'était pas le but hein, que je remporte une grande partie des badges à remporter. Limite ça m'embête plus qu'autre chose d'en avoir laissé que très peu. Mais je suis quand même très fière de mon challenge. Je m'attendais pas à autant, franchement. Et j'ai plus ou moins réussi à bien répartir mes assiettes dans mon buffet à volonté. De toute façon, il y en a tellement que ça devient quasiment illisible. Donc du coup, si on résume mon challenge, j'ai dévoré 53 assiettes, dont 40 livres et 14 actions. Ce qui est un ratio pas trop dégueulasse. Après il faut regarder aussi le ratio graphique ou tout petit livre et gros livre, je calcule ça tout de suite. Dans les 40 livres il y avait 4 graphiques, à part 2 qui sont des BD une taille standard, c'est-à-dire 150-200 pages, quelque chose comme ça. Le reste c'était quand même des BD assez longues, 400 pages, ça se lit toujours plus vite qu'un roman. Hein. Et aussi un recueil de nouvelles, donc c'est plus une nouvelle de ce recueil de nouvelles, et un recueil de poésie. Donc voilà, il y a 6 livres sur les 40 qui sont assez faciles à lire, donc c'est quand même pas mal. Et au total ça correspond à 16 350 pages. Je sais pas du tout quelle est ma quantité habituelle, donc je peux pas trop juger, mais voilà, je sais que j'ai augmenté mon rythme par rapport au début de l'année et ça c'est vraiment très chouette. Mais en même temps ça s'explique aussi parce que j'ai un peu réduit la voilure sur les travaux de rénovation et franchement ça libère du temps, ça libère de l'espace mental pour pouvoir lire et apprécier sa lecture. Et j'ai découvert 12 destinations, parmi lesquelles l'espace, et j'ai fait tous les continents évidemment, sinon je n'aurais pas les badges que j'ai eu. Et ça c'est quelque chose que je n'étais pas sûre au début du challenge, donc impeccable. Et vous pouvez voir dans ma petite feuille de route bilan des badges dont on vous a pas parlé parce que je les ai créés à la fin du challenge. En fait j'étais trop inspirée entre 2 lectures, du coup j'ai créé un badge pour qu'on récapitule le nombre de menus qu'on a validé, donc pour moi 6 menus, tous ceux qui existent, et aussi si on a validé ou pas le bingo, donc voilà, moi le bingo avec toutes les cases. J'aurais pu faire un badge venir à bout de sa pioche à lire, c'est pas... je viens d'y penser juste là. Et malheureusement je n'aurais pas validé toutes les assiettes existantes. Ça aurait pu être un objectif un petit peu plus compliqué à tenir, hein, mais je le savais. Et puis surtout pas très motivant parce qu'il y en a certains, j'aurais dû piocher des lectures, par exemple pour ce qui se passe en Écosse ou au Portugal, qui me font pas particulièrement envie, mais juste les lire pour valider l'assiette. Donc je ne l'ai pas fait, histoire de ne pas perdre mon envie, mon souffle de lecture, etc. Et donc du coup parmi celles que je n'ai pas faites, il n'y en a que 10, c'est assez peu. Mais bref, sur le Discord, vraiment, c'était très animé. Merci à toutes celles qui sont venues participer, c'était très chouette. Surtout que grâce à ça, ça m'a donné des envies de lecture. Notamment un livre que j'ai pu lire pendant ce challenge, mais voilà, il y en a quelques autres aussi qui sont notés. D'ailleurs à propos de cette lecture, je crois que je ne l'avais pas dit dans la 2e vidéo, mais je suis ravie de l'avoir découvert parce que c'est un thriller et je lis moins thriller maintenant, vraiment. Alors que c'était un de mes genres de prédilection. Parce que après en avoir lu beaucoup, ça revient souvent aux mêmes choses. Et maintenant j'essaye de chercher des thrillers engagés. Et celui-ci en faisait partie complètement. Et surtout, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Mais je trouve que cette nouveauté avec les destinations, les badges et tout, ça permet d'avoir un second souffle dans le challenge. Parce que bon, moi déjà les années précédentes, arrivé à mi-juillet, début juillet ou mi-challenge, ça s'essouffle un petit peu parce que en général à ce niveau-là, j'ai quasiment validé mon objectif ou valider mon premier buffet à volonté et après voilà, c'est juste continuer à lire, continuer à piocher dans sa pioche à lire. Voilà, je commence un petit peu à perdre mon intérêt tout simplement pour le challenge. Et là le fait qu'il y ait des badges, ça vient le renouveler, ça permet de faire un petit peu plus durer le challenge, je trouve. Et c'était le but. Bref, j'ai lu beaucoup d'SF, du polar engagé, beaucoup de secrets de famille, j'ai fait des découvertes, je suis sortie de ma zone de confort. Mes objectifs lecture de l'année ont bien avancé, donc du coup ça ne les a pas mis en pause et ça c'est vraiment très chouette. Et j'ai plusieurs fois vidé ma pile à lire.
parce qu'elle est petite et qu'elle s'est renouvelée à chaque fois, mais à chaque fois je l'ai à nouveau vidée. Bon là au moment où j'en suis, il m'en reste 3 dans ma pile à lire je crois. Mais c'est normal, ils sont arrivés à la fin du challenge. Mon objectif de cette période c'est de tous les lire avant le début octobre où il va y avoir tout plein de sorties qui me font extrêmement envie. Je ne pense pas que j'y arriverai. Mais il y a peut-être moyen d'arriver à plus que 1 ou plus que 2, bref. Et je me suis surprise moi-même et je me suis amusée et voilà. Donc si vous avez participé, j'espère que ça vous aura plu également. N'hésitez pas à me dire quelles sont les lectures que vous avez fait en commentaire du coup. Et puis même si vous n'avez pas participé, hein, quelles étaient vos lectures de l'été, est-ce que vous êtes satisfaite? Vraiment, je suis ravie et je suis ravie des retours qu'on a aussi sur ce challenge. Ça fait très plaisir parce que ça demande énormément de travail, mine de rien. Et je suis contente qu'on ne se retrouve pas à seulement 2 participantes, les 2 créatrices. Voilà, sur ce, je m'arrête là. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Un très bon automne. Dites-moi si vous participez à d'autres challenges. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.